Dans le débrief, aujourd'hui nous allons parler de la lecture. Pourquoi les jeunes ne lisent plus? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes et notamment les solutions? Aujourd'hui nous allons en parler et pour cela nous recevons sur notre plateau M. Racine Senghor. Il est le directeur du Monument de la Renaissance africaine. C'est bien cela, mais c'est moi qui suis très heureux. Et également homme de lettres. Merci, on va pouvoir parler de livres et de lecture aujourd'hui. Voilà, et Madame Lala Echefal aussi enseignante et également professeure de lettres. Bonjour Madame Cham Aminata, donc heureuse de me retrouver là à France de l'éminent professeur M. Senghor, que je salue au passage et bienvenue pour les questions. En tout cas, que de brillants invités sur mon plateau. Ma première question serait de savoir, Madame Lala Echefal, pourquoi les jeunes ne lisent plus? Alors là, c'est une question qui est aujourd'hui plus que d'actualité. Parce que les jeunes actuellement ne sont pas intéressés par la lecture. Mais la grande question c'est, est-ce qu'ils sont fautifs? Parce que quand on parle de jeunes, on parle d'une tranche d'âge qui a besoin d'encadrement. Les jeunes sont entre les mains des enseignants, ils sont entre les mains des formateurs. Mais parfois, moi en tant qu'enseignante, en tant que professeur, il m'arrive de mettre en question la formation des formateurs. Parce que ce n'est pas aux jeunes de vouloir vraiment aimer la lecture, ce n'est pas aux jeunes vraiment d'aller vers la lecture, mais c'est aux enseignants de leur faire aimer la lecture. Voilà. Et si vous analysez les différents contextes, vous qui êtes enseignante à la base, vous avez eu à dispenser des cours dans certains lycées ici au Sénégal. Comment analysez-vous l'avant et l'après, c'est-à-dire l'ancienne génération de cette nouvelle-là, par rapport au niveau? Il n'y a même pas photo, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que la lecture fait défaut. Vous savez que quand on lit, non seulement on voyage, on découvre, mais aussi on se cultive et on façonne c'est-à-dire son langage. C'est à travers la lecture qu'on enrichit son vocabulaire. C'est à travers la lecture qu'on n'a pas à pratiquer la langue de Molière. Et maintenant, moi je me dis que quand on s'amuse à analyser vraiment le programme de la 6e collège jusqu'à la terminale, à chaque étape, il y a un programme bien précis. Et à chaque étape, il y a des œuvres qui sont proposées aux élèves. Maintenant, déjà, un professeur ne doit pas faire la lecture avec les élèves sans qu'au préalable, les élèves passent à la lecture. C'est pourquoi à chaque fois, avant de passer à l'exploitation du texte, moi, j'exige à mes élèves un contrôle de lecture. Comme ça, le jour de l'exploitation du texte, ce sera un rendez-vous de donner et de recevoir, comme le disait l'éminent poète Senghor. Voilà, M. Senghor, quelle analyse vous faites de la situation? Oui, je crois que, comme a dit Mme Lala Echefal, il y a cette pratique de la classe. Il y a aussi qu'il faut intéresser, il faut amener les enfants à se rapprocher du livre. C'est pourquoi moi je voudrais remonter un peu plus haut. Je pense qu'on ne peut pas être un lecteur si on n'a pas été formé à la lecture. Je pense qu'il faut que les enfants fréquentent le livre. Il faut qu'ils le fréquentent, il faut qu'il est à disposition. Il faut qu'il soit entre leurs mains. Et je pense qu'il faut qu'il soit à disposition très tôt. Très tôt. Peut-être dès la classe des tout-petits, peut-être dès la maternelle. En tout cas, dès l'école primaire. Il faut qu'il y ait cette proximité de l'élève avec le livre. Il faut qu'il le touche. Je donne des exemples en Europe, par exemple. Si je prends une ville comme Lille, il y a une très grande librairie qui s'appelle le Furet du Nord. Et quand on y entre, on voit qu'il y a un espace immense qui est réservé aux enfants, où les livres sont jetés par terre. Et les enfants, ils entrent, ils touchent le livre. Ils le touchent. Et quand ils le touchent, ils le feuillettent, ils ont envie de l'amener avec eux. Ils ont envie de le lire plus loin. Lire, ce n'est pas seulement lire un texte. C'est d'abord lire des images. C'est lire des signes. C'est ensuite, progressivement, lire des mots, lire des phrases. Je pense qu'il faut mettre le livre au contact les enfants au contact du livre. D'abord. Un deuxième point, c'est que, c'est vrai, les maîtres, les professeurs ont un rôle important. Quand un maître explique un texte,
quand il parle d'un auteur, il doit donner l'envie à ses élèves d'aller lire le texte dont il a parlé et d'aller lire éventuellement d'autres textes. C'est par effet de contagion que cela se passe. Et cela participe aussi à la formation pour la lecture. Je pense, oui, ah oui, fondamentalement. Et puis l'autre aspect, moi j'incrimine aussi les parents. Quand les enfants n'ont pas de modèle de lecteur à la maison, ils ne seront pas des lecteurs. Ah oui, il faut que dans la maison soit installé quelque chose qui puisse faire penser aux enfants que la lecture est importante. Il faut que le père lise, il faut que la mère puisse consacrer 1 heure à s'occuper de lecture, à dire des textes à ses enfants, ou à les pousser à lire. Il faut que dans les maisons, il y ait des livres. Ce n'est pas le cas. Je constate que les Sénégalais ont de très belles maisons, ont de très beaux salons, ont de très belles bibliothèques dans lesquelles il n'y a pas un seul livre. Il n'y a pas un seul livre. Ce qui me semble être tout à fait grave. Hein. Il faut que les enfants aient à la maison cette possibilité-là de lire. Il faut que les livres soient là. Donc le problème est complexe. Mais il y a maintenant ensuite toutes les autres influences qui font que les enfants ne lisent pas. Le manque de livres à la maison déjà fait partie des causes, mais il y en a d'autres. Il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Le fait que les livres ne soient pas toujours très accessibles. Les librairies, on n'en trouve pas beaucoup. Les livres peuvent coûter cher, etc., etc. Et les gens ayant d'autres préoccupations, évidemment, ne pensent pas tout de suite aux livres. Le problème est d'autant plus sérieux que ce n'est pas seulement les livres, disons, les ouvrages de lecture. Les élèves qui sont à l'école, ils ont besoin de manuels scolaires, des manuels, c'est-à-dire des livres de mathématiques, d'anglais, de français, d'histoire, de géographie, etc. Parce que tout ça, c'est des livres aussi. Quand les élèves ont des manuels entre eux, avec eux, ils peuvent penser lire. Hein? Ils vont avoir tendance à lire. Sinon, les élèves n'ayant pas de manuel, à l'école, il n'y a pas de bibliothèque, les parents n'ont pas les moyens d'acheter les manuels scolaires, les élèves en finissent par croire que les manuels ne sont pas dans le programme. Et finalement, ils ne lisent rien du tout. Ils n'ont que les cours que le prof leur donne. Finalement, donc, ils pensent qu'aller à l'école, c'est apprendre des leçons écrites. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas du tout ça. Et on observe que leur niveau régresse de plus en plus par rapport à cela. Effectivement, parce que ça dit que ce qu'il faut en amont n'est pas du tout vraiment appliqué. Et je suis complètement en phase avec le professeur parce que l'entourage immédiat aussi, ça joue. Ça joue et ça compte. Vous allez en Europe, comme il l'a si bien donné comme exemple, mais dans les établissements, vous entrez, c'est le décor d'abord qui vous attire. Vous avez envie d'y rester. Parce que non seulement le dispositif est là, les jouets sont là de côté, mais aussi il y a les livres. Et les livres font partie des jouets. Et c'est illustratif. Et c'est comment je dis que quand on exploite un livre, effectivement, il faut toujours voir passer par l'image. Et en général, il faut savoir comment lire pour savoir que les images d'abord parlent par rapport, c'est-à-dire au titre, avant même de s'imprégner au contenu. Ça veut dire que je reviens sur la formation des formateurs, parce qu'il faut savoir motiver les hommes, il faut savoir les intéresser. Parce que quand tu donnes, par exemple, quand tu parles d'un livre, vous expliquez effectivement par rapport à l'image qui est donnée comme illustration, par rapport au titre. Automatiquement, vous vous en arrêtez là, vous lui donnez le goût de découvrir ce qui est à l'intérieur. Donc, il faut savoir comment s'y prendre. C'est vrai que l'accessibilité pose problème. Déjà au niveau des différents établissements, les bibliothèques ne sont pas assez riches en livres. Les élèves préfèrent mieux se pencher sur leur téléphone ou leur ordinateur que de s'intéresser à la lecture. Pour cela, il faudrait les inciter. Oui. Non seulement les bibliothèques ne sont pas bien fournies, mais aussi ce qui est disponible ne les intéresse pas toujours. Moi, je suis parfois contre par rapport à ce programme classique qui nous est toujours proposé. Déjà, comment analysez-vous le programme qui est proposé? C'est-à-dire que vous allez en Europe, vous demandez à un Africain, je ne parle pas d'un Africain, qui est en classe de terminale ou première, vous lui dites qui est Léopold Sédar Senghor, 80% disent on ne sait pas. Et c'est écœurant. Alors que nous, on se tue à apprendre qui est Lamartine, qui est Alfred de Musset, qui est Victor Hugo. C'est bien, ce sont des classiques, mais quand même, il faut vraiment se ressourcer. Parce qu'il faudra, moi, Senghor, ça dit que c'est un de mes repères en tant qu'écrivain. C'est pourquoi j'adhère à son concept relatif à s'enraciner puis s'ouvrir. Il faut savoir vraiment les intéresser par rapport à ce qui nous appartient. Partagez-vous l'avis de Mme Fall? Oui, maintenant je voudrais ajouter que, en fait, les programmes, il faut les renouveler.
Mais il y a, je crois, quelque chose qui est biaisé. Normalement, un élève qui sort du lycée, il doit avoir lu, normalement, une trentaine de livres au moins. Au moins, je dis bien au moins, c'est un minimum. Il doit connaître au moins une trentaine d'auteurs. Mais tel que c'est conçu et tel que les programmes sont conçus et tel que les enseignements sont dispensés, j'ai comme l'impression que les professeurs et les élèves pensent que les seuls livres qui doivent les intéresser, ce sont les œuvres intégrales de la classe, qui sont peut-être au nombre de 2 ou 3, qu'on ne lit pas toujours. Alors que ce n'est pas ça du tout. Ça, ce sont des œuvres intégrales. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la littérature, l'enseignement des lettres. Si on étudie les œuvres intégrales, peut-être qu'on leur consacrera 1 ou 2 heures par semaine, mais il y a des... Quand on a je sais pas moi, chinois HB au programme, mais on doit aussi, pendant cette même année, étudier Senghor, étudier, je sais pas moi, des auteurs russes, Maria Maba, ou anglophones, ou Césaire, ou là, de la Martinique, de France, et partout. C'est ça la culture littéraire. La culture littéraire, pour quelqu'un qui sort de l'école, du lycée, elle doit être assise sur la connaissance d'un certain nombre d'auteurs, d'un certain nombre de titres. C'est ça la culture littéraire. Et c'est les enseignants qui doivent la donner, cette culture. Déjà, mais si on se limite aux œuvres intégrales, évidemment, on passe à côté. Déjà en mai 2017, le ministère de l'Éducation nationale avait mis en place un projet pour inciter les élèves à mieux lire. Bon, ça s'appelait, c'était le lancement plutôt officiel du programme national de la lecture. Pensez-vous que ce genre de programme pourrait au moins aider les élèves à retourner à la lecture? Ah oui, je pense, oui. Tous les programmes... Pour relever le défi. Hein. Tous les programmes, oui, parce qu'on se rend compte que les gens ne savent pas lire. Mais en fait, le programme, c'était déjà à l'école élémentaire, que les élèves sachent lire. Oui. Hein? Parce que les évaluations avaient montré, les évaluations du système, avaient montré qu'il y a des élèves qui arrivaient jusqu'en CM2 et qui ne savaient pas lire, c'est-à-dire mettre des syllabes ensemble et les lire. Hein? Donc, programme lecture, c'était d'abord ça. Ensuite, maintenant, les pousser à aller lire des ouvrages. Je crois que tous les programmes qui permettent d'amener les enfants, les élèves et les moins jeunes à lire sont intéressants. Le même programme doit se faire aussi pour les adolescents et les adultes. Madame Fall ne me démentirait pas, il y a des professeurs qui n'ont pas lu 50 livres. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas lu. C'est des profs qui enseignent la littérature, le français et la littérature. Ils n'ont pas lu 50 livres. Alors qu'ils doivent lire 50 livres par an. Est-ce que vous voyez, au moins? Est-ce que vous voyez le rapport? J'ai dit, bon, j'exagère un peu, disons qu'ils doivent en lire une dizaine par an. Dans les pays développés, la moyenne de lecture d'un individu moyen, c'est 16 livres par an. Il y en a qui lisent plus, ça? Oui, je dis la moyenne. Oui. La moyenne nationale, c'est 16 livres par an. C'est-à-dire que la personne la moins intéressée par le livre lit au moins 16 livres par an. Comment voulez-vous que des gens qui lisent 16 livres par an puissent discuter et échanger également avec des gens qui n'ont rien lu? Hein? Voilà le problème, le fond. Il faut que nous apprenions. Le niveau qui va se poser. Ah oui, il faut que nous lisions. Il faut que nous lisions, il faut que nos cadres lisent. Il faut que tout le monde lise. Sinon, on ne s'en sort pas. Il faut élever le niveau intellectuel du Sénégalais. Parce que le problème de la lecture, ce n'est pas seulement un problème de savoir lire et d'avoir un vocabulaire. Non, c'est d'élever le niveau intellectuel. Élever le niveau intellectuel, c'est être capable d'organiser une réflexion, de la cadrer, de la synthétiser, de pouvoir développer une argumentation, de pouvoir l'enrichir. Et ça, c'est la lecture qui peut le donner. C'est la lecture qui permet de structurer la pensée. Hein? Et nous avons besoin de ça. Nos cadres sénégalais, africains, toutes les personnalités qui sont chargées de gérer tout ce que nous avons, mais ils ont un devoir impératif de se cultiver. C'est vrai que parfois on rencontre même des autorités qui éprouvent assez de difficultés même pour s'exprimer, alors que la lecture peut améliorer le lexique de la personne, n'est-ce pas? Oui, et je me dis que c'est toujours, ça revient à la base, à la formation, la base. Parce que quand on a vraiment une base solide, vraiment on se retrouve à n'importe quel moment et à n'importe où je se retrouve. Et moi je me dis qu'effectivement, M. Senghor vient de dire qu'effectivement, la lecture ce n'est pas seulement les textes. Mais je me dis que ce n'est pas les textes, mais sincèrement, quel que soit
le genre d'un texte. Vous prenez un texte, quelle que soit sa longueur, vous l'expliquez bien. Vous trouvez au moins 3 points de trait de culture. 3 traits de culture, quel que soit le genre. Mais le problème, c'est que les enseignants n'ont pas cette culture d'élargir le champ de vision littéraire des élèves. Par exemple, quand on dit, vous voyez, et puis ça dépend aussi de la formation. Par exemple, à l'école normale, vous sortez, vous êtes spécialisé en grammaire, vous êtes grammairien. Vous consultez l'élève, le cahier de l'élève, vous avez tendance à avoir plus de cours de grammaire que de textes. On est littéraire, on a tendance à faire plus de textes, alors que les deux vont de pair. On ne peut pas exploiter un texte vraiment en bonne et due forme sans allier le fond et la forme. Alors je me dis que le problème, c'est parfois, sincèrement, c'est la formation des formateurs qui pose problème. Parce que vous voyez un élève qui a le niveau de la classe terminale et qui ne peut pas faire la différence entre genre littéraire et courant littéraire. Et sur ce cas-là, quelles sont les solutions qui s'imposent? Quelles sont les solutions qui s'imposent? Les solutions, c'est-à-dire, les responsables sont partagés. Parce qu'actuellement, nous, on n'a pas la culture, par exemple, de remettre à nos enfants des codes, par exemple, comme des livres. On n'a pas cette culture-là. Alors que dès le bas âge, à la place d'une poupée, on peut donner un livre où il y a des images, où il y a des poupées. Non seulement l'enfant va apprécier, mais aussi il va jouer, il va allier l'utile à l'agréable. Parce qu'à travers les images, avec les poupées, on peut faire une lecture. Les couleurs. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'une si longue lettre. À chaque fois que j'exploite cette œuvre-là, je peux faire une journée pour exploiter la première page, c'est-à-dire voir les couleurs. Ne regardez même pas le titre, les couleurs, le stylo, le voile. Ça veut tout dire. Quand on a un stylo, ça veut dire quoi? On est prêt à écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va décrire à l'intérieur. Quelles sont les couleurs? On a le jaune, parfois on a le noir, on a le blanc. Ça veut dire que le fiel et le miel. Ça veut dire que quelqu'un qui raconte quelque chose qui est allié entre le bonheur et le malheur. Donc ça, c'est une culture de montrer aux élèves, c'est-à-dire d'aimer le livre déjà au premier contact. Mais si contact il y a. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Si contact il y a. Oui. Bon, nous abondons dans le même sens. Je pense qu'il faut aussi aider à promouvoir, puisque le livre n'est pas dans la proximité de l'enfant. Et que, bon, peut-être que ça prendra du temps pour former les parents, les familles, à promouvoir le livre dans leur maison, et les enseignants à promouvoir le livre à l'école. Et je pense qu'il faudrait développer ce qu'on appelle la lecture publique. La lecture publique, c'est-à-dire des bibliothèques. Des bibliothèques de quartier, peut-être. De quartier, des bibliothèques d'école, des bibliothèques de classe, éventuellement, des bibliothèques de ville, de communes. Hein. Et là, je vais parler à la responsable au niveau de la bonne gouvernance, donc des collectivités locales. Hein. Je pense qu'il y a, je disais à l'occasion de la foire du livre, qu'il faudrait qu'on demande aux collectivités locales de mettre l'accent, mais vraiment il faut qu'elles en soient conscientes, qu'elles mettent l'accent sur la nécessité de mettre des bibliothèques dans leur commune. Dans leur commune. On n'a pas besoin d'avoir 2500, 5000 livres tout de suite. Donc on commence par mettre 100 livres. Ensuite, l'année prochaine, 150 livres. Ensuite, 50 livres. Que les gens se lisent. N'est-ce pas? Que dans les écoles, on ne dise pas on a besoin, pour avoir une bibliothèque, il nous faut avoir des millions. Non. Si on a 100 000 francs, on met 10 livres. Si les élèves lisent les 10 livres, c'est très bien. C'est très bien. Il faut qu'il y ait des bibliothèques de lecture publique. L'État du Sénégal a fait un gros effort. Je sais qu'il y a beaucoup de communes qui ont des bibliothèques. Il y a une direction du livre et de la lecture au ministère de la Culture, qui a un réseau de lecture publique. Dans les régions, il y a des centres culturels régionaux et il y a même des centres de lecture et d'animation culturelle. Et surtout même pour promouvoir les langues nationales. Oui, parce que lire justement, c'est aussi dans les langues nationales. Ah oui, beaucoup d'auteurs sont... L'aventure ambiguë est traduite en pulaar. Hein? Moi, le jeune qui me vend des journaux, il est alphabétisé, mais il a lu énormément de choses en langue nationale. Le Clésio, prix Nobel de littérature, est traduit en Wolof.
un livre de Luc Léjou en wolof. Nous sommes en train de traduire, et j'en suis le maître d'œuvre, un ouvrage de André Makin, de l'Académie française, en sérère. L'ouvrage va sortir au mois d'avril, Inch'Allah. Donc les gens peuvent aussi lire dans les langues nationales. Et l'État a fait beaucoup de choses en termes d'alphabétisation des langues nationales, mais ils ont besoin aussi de moyens pour qu'on puisse, cette alphabétisation ne soit pas, qu'on ne crée pas des analphabètes au bout de quelques temps. Il faut qu'ils aient à lire. Donc il faut mettre des livres à la portée des gens, des enfants et des moins jeunes, parce que ce sont les moins jeunes qui... Les enfants, on les influence. Quand ils voient lire, ils vont lire. Et c'est faux de dire que les enfants n'aiment pas lire. Le dernier point sur lequel, enfin un autre point sur lequel je voudrais insister, on incrimine souvent les nouvelles technologies. Oui, j'allais en venir surtout. Je pense que ça peut être un bon moyen de promouvoir la lecture surtout. C'est un excellent moyen. Mettre les œuvres sur Internet. Les œuvres, il ne faut pas les mettre, elles y sont. Voilà. Elles y sont. Déjà. Ah oui, toutes les œuvres sont... moi, j'ai une liseuse. Il y a des milliers de livres là-dedans. Des milliers de livres. On les télécharge comme on veut. Les livres, on les achète même maintenant directement sur sa liseuse, sur Internet. Donc, et on peut les promener partout. Donc, l'ordinateur même, sur lequel les enfants jouent, ils vont sur YouTube, je ne sais pas quoi, là, pour voir des films. Mais ils peuvent aussi aller voir des livres. Il faut les organiser pour qu'ils puissent aller là. Puisque ces nouvelles technologies, on ne peut pas les éliminer. Il faut que les gens soient conséquents. Nous sommes dans un monde où les nouvelles technologies sont... C'est le monde des nouvelles technologies. Juste bien les utiliser. Ah, il faut bien les utiliser. Il faut y mettre des livres et il faut former les formateurs à inciter les élèves à aller lire dans tous ces téléphones, smartphones qu'ils ont, dans toutes ces tablettes qu'ils ont, dans toutes ces liseuses qu'ils ont, ils peuvent mettre des livres et que les élèves aillent les lire. Moi, j'ai, par exemple, téléchargé dans ma liseuse Sapiens de Noah Harari, que j'ai téléchargé seulement il y a 2 jours. Et ça, c'est un excellent ouvrage, très moderne, très nouveau, très prisé. Je ne suis pas allé le chercher en librairie, il est disponible partout. C'est vrai que cela facilite aussi l'accès à la lecture. Nous sommes presque malheureusement à la fin de cette première partie. Peut-être le dernier mot. Par rapport à ce qu'il a soulevé relatif aux collectivités, et bizarrement, effectivement, vous savez que les fonds de dotation qui représentent le mode de financement des maires sont parfois renforcés par ce qu'on appelle le BCI, budget conseil d'investissement. Et en général, les maires le réclament pour créer des bibliothèques. Mais on ne les trouve pas, à commencer par moi comme les HLM. Il n'y en a pas. Mais c'est un mode de raccourci pour qu'on puisse de renforcer le budget. Mais malheureusement, ça ne suit pas. Et par rapport au... Vous avez soulevé tout à l'heure un dernier... par rapport aux avantages, aux inconvénients des nouvelles technologies. C'est vrai, hein, parce qu'ils sont intéressés. La preuve, les enfants manipulent mieux l'ordinateur que leurs parents. Mais le problème, c'est que, en général, ça peut pousser aussi à la paresse. Parce que quand on met un livre aussi à l'intérieur, on découvre d'abord le résumé. Et si on est paresseux, on peut se limiter au résumé. Alors que c'est dans le livre, le fait de lire mot par mot, page par page, que l'on soit vraiment en contact avec lui. Et moi, j'aime ce contact-là avec le papier. C'est important. Qu'on apprend plus. Voilà, cet amour-là. Voilà. C'est important aussi. Voilà. Oui, c'est ça, hein, ça. On est tous un peu liés au papier. Nous sommes, voilà, c'est notre formation. Le contact papier, c'est vrai que il est mieux que l'éthique. Oui, en fait, c'est parce que c'est ce que nous connaissons. Les enfants ne connaissent pas, par contre. Hein. Il faut qu'on aille vers eux et qu'ils puissent lire en tournant les pages sur leur livre, sur leur ordinateur. C'est possible. C'est vrai que la nouvelle génération opte plus pour la facilité. Oui, c'est ça. Bon, on va appeler ça la facilité. Non, c'est la modernité. Bon, les gens, ils te diront, au lieu de prendre toujours un livre à ma portée, bon, ça va m'encombrer, mieux vaut avoir mon téléphone et lire directement. J'ai 10 livres là-dedans, je les lis. C'est plus rapide. Oui, non, mais il a des livres dans le téléphone, il a un livre complet. Vous verrez un enfant qui va lire 10 livres en 10 minutes avec l'ordinateur. Voilà. Oui, mais ils vont le texte, je veux dire, qu'ils prennent le texte. Oui. Disons que là, bon, peut-être qu'on aura l'occasion de discuter de tout ça, mais je suis convaincu
que les nouvelles technologies peuvent aider à promouvoir la lecture. D'ailleurs, il y a des projets de l'éducation nationale pour ça, hein, de mettre à disposition des enfants des régions les plus éloignées, où il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de libraire, hein, où les enfants sont brillants, qu'on leur mette à disposition des tablettes, des liseuses, pour qu'ils puissent avoir des livres dedans. Malheureusement, cette nouvelle génération est très paresseuse, hein, elle ne s'intéresse pas trop à la lecture et pourtant elle améliore leur lexique. Bon, nous sommes malheureusement à la fin de cette première édition, de cette première partie plutôt. Merci Madame Lalla Aïcha-Fall. C'est moi qui vous remercie, vous qui m'avez vraiment donné l'occasion de m'embarquer encore dans le bateau ivre. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Racine Senghor aussi, je rappelle que vous êtes directeur du Monument de la Renaissance africaine et également homme de lettres. Merci beaucoup Amina, c'est un grand plaisir de discuter d'échanger avec notre collègue Lalla Aïcha. Voilà, vous êtes toujours dans le débrief, ne zappez pas, le débrief revient dans quelques instants. Votre débrief se poursuit sur Médian TV Afrique. Nous sommes dans la seconde partie. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance du livre. Ils m'ont rejoint sur le plateau. Il s'agit de Madame Rahmatou Seck Samb, écrivain et notamment lauréate du Grand Prix du Président de la République. Merci. Merci. Là, j'ai vos œuvres sous mes yeux, mais bon, nous allons y revenir durant l'émission. Et également, nous avons Monsieur Wali Ba, qui est professeur au lycée de Mbao. Exact. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. En tout cas, j'aimerais bien qu'on revienne déjà dans la première partie. Nous avons soulevé la question de savoir pourquoi les jeunes ne lisent plus. Pourquoi selon vous? Bon, il y a beaucoup de facteurs, hein. C'est très compliqué dans ces conditions de vouloir un peu dire pourquoi les jeunes ne lisent pas. Les facteurs sont très nombreux. Il y a le fait que d'abord les jeunes dont vous parlez n'ont pas la culture de la lecture. Et moi je suppose qu'à partir du moment où on n'a pas appris à quelqu'un à aimer les livres, on ne peut pas en un certain moment de l'histoire le forcer à lire. Donc vous êtes d'accord que la lecture se meurt? Bon, la lecture se meurt, peut-être le mot est trop fort. Parce que je suppose qu'à partir du moment où, dans ce monde, il y a un certain nombre d'individus qui aiment les livres et qui vont vers les livres et qui font vivre le livre, dire que la lecture se meurt serait un peu exagéré. Donc, il faut évaluer les choses de façon très modérée et dire tout simplement que le constat est triste. Il y a une catégorie d'individus, notamment les jeunes, qui ne lisent pas, qui ne lisent plus, et donc essayer d'aller dans le sens de trouver les facteurs, les raisons qui font que justement ils ne lisent plus. Madame Samb, vous partagez cet avis? Il est difficile de dire, je ne sais pas si les gens ne lisent plus. Ce qui est sûr, c'est que vous posez un livre quelque part, et il disparaît. On dit toujours les jeunes ne lisent pas, mais ce ne sont pas que les jeunes qui ne lisent pas. Les parents non plus ne lisent pas. Ils lisent peut-être les titres des journaux, mais il y en a très peu qui lisent. Il faut peut-être que les enfants vivent dans cet environnement, c'est-à-dire que tôt et jeunes, qu'ils prennent l'habitude de lire, et encore. Par exemple, je vois, dans ma famille, mon fils aîné, jeune, je l'ai inscrit à tout ce qu'il y avait à l'époque, comme beaucoup de choses qu'il y avait comme littérature enfantine de qualité, et il est resté un très grand lecteur. Il lit tout, aussi bien des livres de philosophie, des traités d'histoire, des bandes dessinées. Les plus jeunes, je les ai inscrits au même, ils ont 10 ans de moins, mais bon, ils vivent comme tous les jeunes de leur âge, toujours bien sûr branchés sur Internet, mais pas nécessairement pour lire ce qu'il y a de mieux, pour chatter entre, entre copains et lire des choses qui n'ont pas réellement un très très grand intérêt. Mais ce n'est pas que les enfants qui ne lisent pas, mais ce qu'il y a aussi qu'en Afrique, un livre, je ne sais pas sur quoi on se base pour dire qu'ils ne lisent pas. Un livre est lu peut-être par 30, 40 personnes. Ce n'est pas comme en Europe où quand vous avez fini de lire votre livre, il est dans la bibliothèque et peut-être qu'il n'en sort plus. Le livre circule d'une certaine façon.
Bon, je dis toujours, Il a un cycle. le premier lecteur peut-être a lu les 100 pages, le deuxième lecteur, les 2 premières pages et les 2 dernières ont été déchirées. Mais en fait, le livre circule. J'ai par exemple à la maison une bibliothèque, une avec les livres de la littérature française, reliés, rouges, vous savez, le genre de livres qui ne sortent jamais, personne ne les prend. Les livres des auteurs sénégalais, généralement, bon, lorsqu'il y a des dédicaces, j'essaie de m'en procurer, mais je n'en ai jamais, parce que ça disparaît toujours, ça ne revient pas. Et je pense que pendant ce temps, il circule et il est lu. Voilà. Et parlant même de ce circuit du livre, j'aimerais bien qu'on regarde un reportage sur la foire des livres qui s'est passée récemment à Dakar. Florian est élève en classe de 5e dans une école privée. Passionnée de lecture et de la curiosité, la jeune fille de 12 ans a déjà choisi sa voie pour devenir une femme de lettres. La foire internationale du livre de Dakar, un moment pour Florian de remplir encore sa propre bibliothèque à la maison. Et j'avais envie d'acheter de nouveaux livres, donc c'est pour ça que j'en ai acheté plein. Je trouve que je me divertis beaucoup quand je lis. Des fois j'aime lire, parfois je me passe un peu de la lecture. Après avoir fait le tour de quelques stands, très joyeuse, la jeune Anna, pour sa part, invite ses camarades élèves à la lecture pour rehausser leur niveau en français. Ils n'ont qu'à lire pour améliorer leur français et tout, parce que ça leur servira quand ils seront grands. Et aussi pour leurs notes. Voilà. Venu avec les pupilles d'une école privée de la banlieue dakaroise, ce professeur d'anglais trouve trop cher les livres didactiques. Parfois, dans certains stands, il y a beaucoup de livres de culture qui sont un peu chers. Parce que quand les livres coûtent donc 20 000, 22 000, donc pour les élèves, pour les établissements, ça peut être cher. Est-ce que vous voyez? Et pour les participants, l'organisation de la 6e édition de la Foire internationale du livre de Dakar reste un événement privilégié de promotion de la lecture, surtout chez les jeunes. Il y a un peu de public quand même, mais je me sens qu'il est bien organisé, l'accueil bien. Il y a les organisateurs aussi se trouvent toujours à la foire. La FILDAC permet aux acteurs du livre de trouver un cadre d'échange sur la vie du livre et l'occasion est saisie pour les maisons d'édition de vulgariser leurs produits et des pays, de mettre en lumière leurs pratiques littéraires et culturelles. Un reportage signé Amadou Savarba. Et alors, Madame Samb, déjà votre impression par rapport à ces différents élèves qui se sont prononcés sur leur amour pour la lecture? Voilà. Dès que je les ai vus, j'ai vu que c'est les enfants qui lisaient avant qu'ils parlent. Ils avaient déjà, entre guillemets, le look d'élèves studieux, qui aiment la lecture. Oui. Je pense que bon, il faut peut-être habituer les enfants tôt à ce genre de sortie, les faire sortir dans les librairies, leur offrir un cadeau de Noël, des livres, les cadeaux d'anniversaire, quand ce sont les parents qui achètent, pourquoi pas des livres. Et, oui, allez-y. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut qu'ils vivent qu'ils grandissent dans cet environnement. Que le livre soit quelque chose. Mais quand on dit que le livre est cher, ça dépend. En général, en Afrique, les gens trouvent que le livre est cher. Mais pourtant, on ne trouvera pas que les vêtements sont chers. Les vêtements sont excessivement chers au Sénégal. Les greffages que les gens achètent, les portables, personne ne trouve que c'est cher. Mais le livre, on trouve que c'est cher. Pourquoi? Il y a cette culture qu'on pense qu'un livre doit être offert. Depuis peut-être la loi Jules Ferry, je ne sais pas. Mais généralement, quand vous publiez un livre, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il vous dit « un ensemble exemplaire ». Parce qu'ils ne savent pas que le livre appartient en fait à l'éditeur et que bon, l'écrivain a un pourcentage de 10 ou 15%. C'est tout. J'ai sous mes yeux des œuvres, aussi bien de vous que de Waliba. Déjà pour celui de Wali, ma géographie vous raconte ces histoires. Bon, déjà, ce livre est-il accessible d'abord avant d'en venir au contenu? Vous me permettez de me prononcer sur le reportage. Le reportage, oui. Je dirais tout simplement que, voilà, il y a une fille qui a dit il faut qu'on lise pour améliorer notre français. Vous savez, pour moi, il faut d'abord apprendre à lire par plaisir. Quand le plaisir disparaît de la lecture, pour moi, il y a problème. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui lisent par contrainte, par rapport au prix. Mais quand vous dites, par exemple, que les gens ne devraient pas trop se plaindre de la cherté du livre, je crois qu'il faut essayer de montrer aux potentiels lecteurs ce qu'ils peuvent gagner en lisant. C'est-à-dire, que me vaut une lecture que je fais?
est-ce qu'en lisant, je me situe mieux dans le monde? Est-ce que véritablement je m'améliore du point de vue psychologique, etc. Je crois que c'est cette éducation à la lecture qu'il faut faire. Et quand on aura fini de la faire, effectivement, les gens iront d'eux-mêmes acheter des livres sans se plaindre du coût. Donc il y a une véritable philosophie à développer autour de ça. Il y a un travail de marketing en fait à faire sur l'intérêt du livre. Même cet avis parce que j'ai aussi, je rappelle que vous êtes lauréate du prix de chef de l'État. Déjà par rapport à l'accessibilité du livre, est-ce que aussi ces œuvres que vous proposez sont adaptées au programme scolaire? Bon, ce que je vais vous dire d'abord, c'est que quand on revient sur la contrainte, les gens trouvent généralement les livres chers et n'achètent que les livres qu'ils sont obligés d'acheter. Donc les enfants ne lisent que les livres qu'ils sont obligés de lire, c'est-à-dire les livres qui sont inscrits au programme scolaire. Avant, pour qu'un livre soit inscrit au programme scolaire, il fallait que ce livre ait été tellement lu qu'il soit devenu un classique. Et une fois qu'il est un classique, il vient au programme. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a aucun livre qui va devenir un classique parce que les gens ne lisent pas, ils n'achètent pas les livres. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut des livres qui ont été qui ont eu des prix et qui sont passés au tamis de tout ce qu'il y a comme donc, correction, jury, doivent être imposés au programme pour avoir l'espoir d'être lus? Ou bien est-ce qu'il faut faire, comme vous dites, un marketing sur l'intérêt de cette lecture? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, les grands, dans ces livres qui gagnent les très grands prix, les Goncourt, etc. Vous savez, ces grandes maisons d'édition ont les moyens. C'est des maisons qui ont des moyens. Et lorsqu'un livre sort, ils peuvent peut-être mettre 1 million d'euros sur la publicité de ce livre. Vous les avez dans les bouches de métro. Ici, c'est des toutes petites maisons d'édition qui font au maximum peut-être au début 500 exemplaires, c'est très peu. Et après, il y a d'autres d'autres manuscrits qui attendent. Et donc, on préfère refinancer une autre maison d'édition plutôt que de multiplier ce qui a déjà été fait. Donc, c'est ça. Et cela m'amène à la question de savoir, est-ce que l'insuffisance de l'aide à l'édition aussi se pose? Mais pourtant, il y a eu, le fonds d'aide à l'édition a été, je pense, décuplé. Et pourtant, vous savez, les Sénégalais sont très prolixes. Il paraît qu'il y a des centaines et des centaines de manuscrits, des trésors, qui dorment quelque part dans les maisons d'édition parce qu'il n'y a pas assez de financement. Et peut-être qu'il faudrait que les grandes entreprises donc, soient plus présentes dans le parrainage et dans la promotion des livres, comme c'était dit, par exemple, pour la décoration. Vous savez, normalement, le code demande à ce que le Code des investissements, que par exemple, les grandes entreprises qui s'installent consacrent 5% pour la décoration. 5% de leur... Ça devrait être fait pour les livres. Ça devrait être pour les livres. Et donc, on devrait les amener à sponsoriser la promotion de livres, à fournir les bibliothèques, dans les bibliothèques, des lycées et puis les bibliothèques nationales, etc. Bon, c'est vrai que ces facteurs ne favorisent pas la production d'ouvrages, n'est-ce pas, Waliba? Oui, voilà. Quel facteur? Bon, cette insuffisance à l'aide à l'édition. Bon, écoutez, moi je ne suis pas déjà d'accord pour dire que l'écriture devrait être financée et forcément accompagnée par l'État. Il y a un de nos professeurs, que Dieu ait son âme, il s'appelait M. Ndao, professeur de littérature africaine, qui est décédé. Ce M. Ndao la disait à un de ses étudiants qui était romancier, il lui disait: Moustapha, soucie-toi de bien écrire. Parce que quand tu écris bien, forcément tu vas rencontrer un éditeur. Les gens aiment la qualité. Mais est-ce que, véritablement, en amont, les gens produisent de bons livres? Je crois qu'un livre qui est déjà bon, il y a 1000 chances qu'il trouve les moyens de se faire publier. Voilà. Mais le problème est que voilà, ce que l'on produit par ces temps qui courent au Sénégal et même un peu partout en Afrique, ce n'est pas tellement ça. Il y a vraiment, c'est une littérature au rabais. Qui demande à être parfaite, qui demande à être améliorée. Donc, je crois que les gens devraient d'abord avoir le souci de bien écrire. Déjà, si on prend votre exemple, malgré les difficultés, vous continuez à écrire?
Bon, de toutes les façons... Et cela par amour pour l'écriture. De toutes les façons, il ne faut pas que les écrivains aient une vue très courte. Je crois qu'il y a de grands écrivains qui ont produit de très bons livres et en leur temps, on leur avait mis les bâtons dans les roues. On les a empêchés d'être l'homme qu'ils voulaient être. C'est le cas, par exemple, de Stendhal. Stendhal avait clairement dit à ses amis que j'écris pour le happy few, quoi. C'est-à-dire j'écris pour un cercle restreint. Et je ne serai connu, apprécié et donc célébré que dans 50 ans. Ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire aussi pour des raisons très immédiates. Je crois que l'écrivain devrait avoir le souci d'entrer dans l'immortalité. Il faut calculer le long terme. Voilà, calculer le long terme. Et ça, ce n'est pas forcément le souci de la plupart des écrivains par ces temps qui courent. Et donc, pour moi, il faut repenser le rapport qu'on a au livre, quoi. Aussi bien le rapport entre l'écrivain et sa production, que le rapport entre le lecteur et la production de l'écrivain. Donc tout cela, ça mérite vraiment une très longue réflexion. Et malheureusement, ces réflexions, on ne les fait que de façon circonstancielle, comme c'est le cas. Je crois que ce qu'on est en train de faire, il faut remobiliser les ressources, essayer de faire de sorte que la lecture soit repensée de façon très intelligente pour qu'on puisse véritablement trouver une solution aux problèmes qui se posent. Voilà. Madame Samb, Waliba a évoqué ces raisons. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous motive à continuer à écrire? Je pense que moi, pour ma part, lorsque j'écris, je ne pense pas immédiatement au lecteur. J'écris parce que j'ai quelque chose à dire. J'écris pour m'exprimer. J'écris pour entre guillemets, m'éclater. C'est pas très beau, mais on le dit maintenant. Et la lecture ne vient qu'après. Et évidemment, notre grand plaisir, c'est d'être lu. Lorsque dans la rue, par hasard, on trouve quelqu'un qui vous dit « j'ai lu votre livre », vous ressentez quelque chose, une joie, et vous êtes étonné. Étonné qu'il y ait quelqu'un qui l'ait lu parce qu'en fait, bon, le livre, vous savez, 500 exemplaires, c'est sur combien d'années parfois qu'on les font écouler. Et cela même se traduit par votre troisième ouvrage, hein, qui vous a même valu le prix du chef de l'État. Oui, oui, oui. Et vos impressions déjà par rapport à ça, le fait d'être lauréate? Ah ben, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, c'est une... je ne dirais pas une consécration, c'est quand même une reconnaissance. Le côté reconnaissance, quand même, est très, très important. On a besoin de ça. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être aussi un tournant vers une écriture plus responsable. Parce que je pense que quand vous avez été Grand Prix, vous ne pouvez plus vous permettre de décevoir. Vous ne pouvez plus peut-être de baisser les bras. Vous devez vous améliorer encore. Parce que c'est pas, pour moi, ce n'est pas une consécration. Au contraire, c'est un tournant vers une écriture plus responsable, plus exigeante. Un certain regard. Plus exigeante avec une écriture plus exigeante avec elle-même. Oui. Voilà. Et bien sûr, bon, le Grand Prix de chef de l'État, quand même, ce n'est pas une petite chose, hein. Et cette année-ci, c'est deux femmes qui ont... Une femme, le premier prix, le deuxième prix, c'était aussi une dame, Madame André Marigagne. Voilà, donc ces femmes étaient vraiment à l'honneur. Et vous savez, les femmes, je dis toujours, c'est le sel de l'association des écrivains. Il y a beaucoup de femmes écrivains qui ont beaucoup de talent. Maria Mandoy, Fatih Eli, Fama Diaïsen qui a été Grand Prix, Sorna Mbenga qui a été aussi Grand Prix. C'est vrai qu'ils occupent une place importante. Dans la littérature, parce que bon, elle gère tellement de choses et je pense que tout ça, ça exalte la création. Ouais, c'est ça. Comme je dis, bon, les cérémonies familiales sont souvent un vivier pour l'écriture. Bon, les hommes, ils passent. Un marin, il vient, il salue et ils sont embarrassés. Les femmes s'attardent, elles gèrent beaucoup de choses. Et je pense que tout ça, ça flatte et ça stimule l'imagination. Et c'est des surfemmes. Des surfemmes, en fait. Les femmes, elles gèrent beaucoup de choses. La vie familiale, la vie professionnelle, la maison. Et avec ça, c'est pour ça qu'on écrit. Généralement, on écrit la nuit. Nous toutes, nous écrivons la nuit. Parce que dans la journée... ou au Sénégal, vous pouvez vous enfermer, soi-disant parce que vous écrivez. On tapera pour vous dire qu'il y a un oncle, il y a une tante qui est là. C'est la nuit qu'on écrit généralement. C'est vrai. Ouais. Et avec tout cela, déjà, quelle est cette solution que vous préconisez pour inciter les jeunes à mieux lire? Mettre le livre dans l'environnement des jeunes. Essayer de créer un rapport de sympathie entre les jeunes
et les livres. Comme je l'ai posé au président. Parce que aussi, les jeunes, malheureusement, on est au regret de le constater, ils ont un rapport problématique avec la lecture. Même quand vous en parlez en classe, nous qui enseignons, nous savons de quoi nous parlons. Généralement, quand vous leur vantez les mérites de la lecture, ils vous regardent avec étonnement. Et cela veut dire qu'il y a problème. Moi, je crois qu'il faut mettre le livre d'abord dans leur environnement, pas forcément dans les classes et les écoles. Il faut amener le livre chez eux. Il faut que le livre soit un compagnon naturel et qu'il puisse le toucher, le caresser, avant même de le lire, quoi. C'est vrai que M. Racine Senghor l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on amène les livres dans l'environnement des enfants et surtout même travailler, pourquoi pas, que les écrivains travaillent de concert avec les collectivités pour qu'elles puissent développer les concepts de bibliothèque, de quartier, pourquoi pas. Effectivement, mais vous savez, madame, vous vous rendez compte, c'est une pyramide qui s'est effondrée. Cette question de lecture-là que nous posons, ça dit, c'est pas facile à régler, hein? C'est pas une mince affaire. C'est une cathédrale, n'est-ce pas, qui s'est effondrée. Et il faut apprendre à rebâtir, mais lentement, sans violence. Parce que les jeunes sont réfractaires, il faut repenser, il faut mettre des pansements partout. Donc je crois qu'il faut le faire avec tact, il faut le faire avec diplomatie. Et un des premiers pas que nous devons franchir, c'est déjà ça. Produire assez de livres, les mettre dans l'environnement de ces jeunes et essayer de faire de sorte que ces jeunes aient un regard sympathique vis-à-vis des livres, avant même que de les lire. Le reste viendra naturellement. L'aimer d'abord. Voilà, l'aimer. Il faut apprendre. Parce que bon, vous ne pouvez pas forcer une femme à vous aimer. Vous savez de quoi je parle. Voilà, il y a des procédés à mettre en œuvre pour voilà. La machine, comme on le dit. Voilà, pour que la mayonnaise prenne, quoi. De votre côté? Ouais, je pense que c'est très intéressant ce que M. Ba vient de dire. Et peut-être que nous avons aussi une responsabilité, nous les écrivains. Parce que nous, à l'époque, on pensait qu'un écrivain, c'est quelqu'un de désincarné. L'écrivain, c'est quelqu'un qui est mort et enterré. Et je pense qu'il faudrait peut-être que nous allions vers les jeunes, qu'on les rencontre, parce que les gens seront intéressés d'abord par la personne avant d'être libre. Voilà, un écrivain qui est une personne. Une fois, j'étais avec... j'ai pris quelqu'un qui allait dans ma direction. Et on a parlé, et puis je lui ai dit que j'étais écrivain, et puis il m'a dit « Ah, mon père a lu votre livre, c'est Le Négus Rouge. » Et je lui ai dit « Bon, je vais... » Elle allait à Wakam. J'ai dit « Moi, je vais aller acheter du poisson. » Mais elle était terriblement déçue. Une écrivaine qui va acheter du poisson, mais c'était quelque chose de terre à terre. Inimaginable. Voilà, inimaginable. Alors donc moi, je pense qu'on devrait donc avoir un rapport plus humain, plus truc avec les jeunes, qui dit voilà, un écrivain, etc. etc. Moi, quand j'ai eu le Grand Prix, mais à Bargny, j'habite sud de Bargny, mais tout le monde est excité, c'est une fête populaire. C'est vrai qu'on prend ces personnes, on les prend comme des personnes assez particulières. Et il y a eu, parce qu'en fait, la sortie d'un livre en Afrique n'est pas un événement littéraire, c'est un événement social. Les griots sont là, tout le monde est content, le tintamarre. Il y a eu une immense fête à Saint-Kiabar. La collectivité Lébou a fait grand matin une très très grande fête. Surtout dans la collectivité avec Lébou, les danses. on te dira que c'est une tête. Il y avait des danses, il y avait des... Encore que presque tous les romanciers... Oui, beaucoup de romanciers, la plupart des romanciers... Pour célébrer la tête du groupe. Non, même pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Les gens sont français, mais la plupart des romanciers sont des Lébou. Je crois que c'est la mère qui les inspire. Ousmane Sosé Diop, Birago Diop, Abdoulaye Sadji, Semben Ousmane, Maria Mando, etc., etc. Je pense que c'est la mère, peut-être. Je dis toujours, les poulards sont des chercheurs en général. Des chercheurs, ils font des essais. Voilà, donc moi je pense qu'il faudrait presque banaliser l'écriture. Et si les gens... vous savez, Sorna Mbenga a un programme de tous les 2 ans, les rencontres sur le fleuve. C'est un programme qui prend des écrivains et qui les amène à la rencontre des écoles du fleuve. C'est-à-dire, on part bateau, avec le bout El Mogdar, voilà, et puis on remonte. Et il paraît qu'il y a une année où on a distribué des livres, donc dans les écoles, dans une école, qui a formé une bibliothèque, etc. 2 ans, le taux de réussite à l'entrée en 6e était de 35 ou de 40%. 2 ans après le passage de la croisière sur le fleuve, le taux de réussite est monté à 75%. Parce que les enfants avaient une bibliothèque et les enfants disaient avec des beaux livres. Des beaux livres, carrément. Donc c'est à ce point, c'est si important. Les enfants qui lisent,
C'est des enfants qui généralement réussissent à l'école. Bon, il y a des exceptions peut-être. Et même, pourquoi pas, à travers ce genre d'émissions, inciter les élèves à la lecture. Oui. Et même faire des émissions où on invite il faut inviter peut-être les jeunes. Inciter leurs camarades. C'est dommage. Nous tous, nous pouvons faire cette remarque. Hein. Le livre est très peu présent dans les médias. Oui, et je me demande pourquoi. Déjà, en coulisses, madame se plaignait que son livre qu'elle a donné à presque tous les journalistes culturels de ce pays, ils n'ont pas fait une note de lecture, vous vous rendez compte. Ça, c'est monstrueux. Et moi, je dirais, je ne ferai pas de lobbying. Je ne ferai pas de lobbying. Moi, de mon côté, j'ai fait mon devoir avec ma maison d'édition, c'est-à-dire toutes les nationales. Entre les mains de chaque rédaction. Et ce sont des livres qu'on aurait pu donner aux écoles. Oui. Mais ces livres, apparemment, ça fait 1 mois que le Grand Prix, ça a été donné le 19 décembre. Ça fait 1 mois et demi, il n'y a pas une seule note de lecture qui est parue dans un journal. Bon, tant pis pour les journaux. Il y a aussi ce manque de volonté. Non, parce que les journaux subissent une dictature, la dictature du lecteur. Ce qui les intéresse, c'est peut-être l'événementiel. Et que peut-être, c'est très difficile de trouver, comment vous appelez, un espace pour une fenêtre, pour une note de lecture. Alors, il y a une note de lecture qui a été faite par donc un journaliste écrivain. Elle n'est pas encore parue parce qu'elle est en train d'être corrigée. Alors, il me disait, c'était Bassirou-Niang, il me dit, je ne suis pas très satisfait parce qu'elle est un peu courte. J'ai dit, il vaut mieux que tu coupes toi-même parce que sinon, ça va être charcuté. Et les passages qui seront supprimés ne seront pas nécessairement les passages les moins importants. Voilà, c'est ça. Il ne reste malheureusement plus qu'une minute. Peut-être un dernier mot. Ça passe très vite. Oui, ça passe très vite. Ben, écoutez, déjà, me satisfaire d'avoir pris part à cette émission. Un plaisir. Je trouve qu'elle est belle. Merci. Et que vous gagneriez à faire de sorte que les Sénégalais vous connaissent plus et mieux. Parce que vous faites de belles choses. Hein? Parler du livre déjà est un des remèdes pour véritablement ramener la lecture là où elle était, en un certain moment de l'histoire. Donc je crois que vous êtes en train de... Voilà. Moi, je dirais quelque chose plutôt en direction de la télévision que je suis depuis des années. Enfin, pas depuis des mois, disons. Et ce qui m'impressionne positivement, c'est une télévision qui montre ce qu'il faut surtout montrer, le bon positif d'Afrique. Parce que c'est un continent qui bouge, un continent qui a ses talents. Et souvent, dans beaucoup d'autres chaînes, on ne montre que le côté négatif. Et donc, c'est une chaîne qui, ne serait-ce que pour ça, c'est une chaîne, je dirais, militante. Militante. Parce qu'il faut que, quand on est du tiers-monde, il faut que ce soit l'écriture, que ce soit la télévision, soit militante et qu'on vende notre Afrique. Et nous allons toujours continuer sur cette lancée-là à faire que de belles choses sur Médian TV Afrique. C'est la fin du débrief. Les programmes continuent sur Médian TV Afrique.